Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin d'un meurtre intérieur. Pas symbolique. Pas élégant. Réel. Il existe en toi une version que tu continues de protéger alors qu'elle ruine tout ce qu'elle touche. Une version qui promet, diffère, s'attendrit sur sa propre fatigue, transforme chaque faiblesse en circonstance, chaque retard en complexité, chaque échec en récit tolérable. Et le plus obscène n'est pas qu'elle existe encore. Le plus obscène, c'est que tu l'appelles encore toi. Voilà où le problème commence. Pas dans le manque de potentiel. Pas dans l'absence de talent. Dans cette pitié discrète que tu entretiens pour tout ce qui, en toi, demande à être dépassé mais supplie encore d'être ménagé. La plupart des hommes parlent de discipline comme on parle d'hygiène. Ils la réduisent à des habitudes propres, à un réveil matinal, à une alimentation contrôlée, à quelques routines alignées avec une image flatteuse de rigueur. Ils n'ont rien compris. La vraie discipline n'est pas une décoration morale. Ce n'est pas une manière d'avoir l'air sérieux. C'est une rupture de souveraineté avec tout ce qui, en toi, négocie encore avec l'inertie. C'est la capacité de regarder ton envie de fuir, ta lassitude, ton besoin d'approbation, ta faim de confort, puis de ne rien leur accorder. Pas un débat. Pas une consultation. Pas une seconde de démocratie intérieure. Seulement un ordre. Machiavel savait cela avec une netteté que notre époque ne supporte plus. Il n'écrivait pas pour les êtres qui veulent se sentir mieux. Il écrivait pour ceux qui avaient compris que le monde ne cède rien à la mollesse. Il n'écrivait pas pour les innocents, encore moins pour les sensibles qui veulent rester intacts. Il écrivait pour les stratèges. Pour ceux qui avaient saisi qu'au milieu du désordre, du bruit, de la trahison, de la faiblesse humaine et des calculs invisibles, on ne se maintient pas par la pureté, mais par la maîtrise. Et avant de vouloir tenir un territoire, une fonction, une position, encore faut-il être capable de se tenir soi-même. Voilà la guerre que presque personne ne mène sérieusement. Chacun veut contrôler quelque chose à l'extérieur alors que tout, à l'intérieur, est encore manipulable. Tu es ici parce que tu es fatigué. Pas d'une fatigue simple. Pas celle qui se soigne par une nuit complète ou un dimanche vide. Une fatigue plus honteuse. Celle de t'être vu tant de fois recommencer sans tenir. Celle de t'être observé promettre le matin ce que tu trahissais avant la fin du jour. Celle de sentir en toi une force possible et de constater, encore et encore, qu'elle s'effondre devant l'humeur du moment. Tu n'es pas seulement épuisé par la vie. Tu es usé par l'expérience répétée de ta propre inconsistance. Et cette usure finit par produire quelque chose de pire qu'un échec. Elle produit du mépris contre soi, un mépris sourd, parfois sans mots, mais assez tenace pour infecter chaque projet nouveau avant même qu'il ne naisse. Tu regardes certains hommes et tu sens immédiatement la différence. Pas parce qu'ils parlent fort. Pas parce qu'ils étalent leur ambition. Mais parce qu'ils donnent l'impression d'avoir cessé de discuter avec eux-mêmes. Leur présence contient quelque chose d'inconfortable. Quelque chose de fermé, de net, de difficile à déplacer. Ils n'expliquent pas beaucoup. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne mettent pas leurs intentions en circulation avant de les avoir incarnées. Et cela trouble. Parce qu'un homme qui ne dépend plus de son propre chaos devient très difficile à atteindre. Les autres le sentent sans pouvoir le formuler. Ils sentent qu'il n'y a plus de poignées sur lesquelles tirer. Plus de leviers émotionnels facilement accessibles. Plus de zones molles évidentes. Et cela les rend nerveux. Car un homme qui a cessé d'être gouverné par ses impulsions devient une anomalie au milieu des réflexes ordinaires. Il n'est pas simplement organisé. Il est moins achetable, moins détourable, moins impressionnable. Il ne réagit plus selon les vieux schémas attendus. Il ne s'écroule plus au premier manque d'élan. Il n'a plus besoin qu'on l'encourage pour continuer, ni qu'on le regarde pour exister. Et dans un monde saturé d'exposition, de bruit, de dépendance à l'attention, cette indépendance produit presque de la peur. Pas de la peur théâtrale. Une peur plus fine. Celle qu'on ressent devant quelqu'un qui n'a plus besoin du même poison que tout le monde. Mais pour devenir cet homme, il faut d'abord comprendre une chose que peu de gens acceptent vraiment. Tu ne vas pas t'améliorer. Tu vas devoir supprimer. La question n'est pas ce que tu dois ajouter à ta vie. La question est ce que tu es prêt à faire disparaître. Quelle part de toi doit cesser d'être nourrie? Quelle ancienne version doit être privée d'air? Quelle manière de te raconter doit enfin mourir? Tant que tu traites ton ancien toi comme un compagnon fragile qu'il faudrait rassurer, il continuera à saboter tout ce qui pourrait te dépasser.
Il ne demande pas à être sauvé. Il demande à survivre. Et si tu lui laisses ce privilège, il prendra ton avenir comme rançon. La première loi est donc le silence. Non pas le silence esthétique, mystérieux, presque séduisant qu'on met en scène pour paraître profond. Un silence stratégique. Un silence de rétention. L'homme ordinaire annonce. Il expose ses objectifs avant d'avoir produit une seule preuve. Il parle de transformation avec une aisance obscène. Il montre déjà les contours de la personne qu'il rêve de devenir alors qu'il n'a encore rien construit qui puisse la soutenir. Il cherche une récompense anticipée. Il veut récolter le regard avant d'avoir porté le poids. Il confond déclaration et commencement. Et chaque fois qu'il parle trop tôt, quelque chose en lui se détend. Comme si le simple fait d'avoir nommé son avenir lui donnait le droit de ne pas le bâtir entièrement. Il faut faire l'inverse. Il faut devenir opaque. Ne plus offrir au monde le plaisir prématuré de tes intentions. Ne plus jeter tes plans dans la circulation comme des objets en quête d'approbation. Ne plus mendier, sous une forme raffinée, le droit d'évoluer. Car c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque tu parles trop de ce que tu vas faire. Tu demandes encore, en secret, si cela sera accepté, admiré, encouragé, validé. Tu remets ton devenir entre les mains de témoins dont tu ne respectes même pas toujours la vie intérieure. Et tu appelles cela partage. En réalité, tu dilues ta force naissante dans une mise en scène de toi-même encore inachevée. Le silence, lui, protège. Il laisse le travail se faire dans l'ombre, hors du champ immédiat du jugement. Il autorise l'erreur sans humiliation publique. Il permet les ajustements sans commentaire. Il construit une densité que les mots auraient trop tôt dissipée. Lorsque tu cesses d'annoncer, tu cesses aussi de te vider. Tu gardes la pression à l'intérieur. Tu laisses la transformation se compacter jusqu'à devenir visible sans explication. Et c'est alors que quelque chose change réellement. Les autres ne savent pas exactement quoi, mais ils le perçoivent. Dans la posture. Dans le regard. Dans la façon de ne plus meubler. Dans l'absence de justification. Dans ce calme moins accessible qui apparaît chez celui qui n'a plus besoin de se décrire pendant qu'il se fabrique. Travaille donc sans témoin. Laisse les mots se fermer sur toi. Réduis le bruit. Réduis les déclarations. Réduis les regards disponibles. Fais de ta vie un atelier temporairement fermé. Pas pour disparaître par faiblesse. Pour te soustraire à la consommation des autres. Car chaque regard posé trop tôt sur une métamorphose fragile agit comme un acide. Les uns doutent. Les autres ironisent. D'autres encore encouragent avec une superficialité qui vaut presque sabotage. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ce qui doit être solide se construit souvent sans public. Et plus tu en dis, plus tu invites des interférences dans une structure encore vulnérable. Ne t'explique plus si souvent. L'explication prolongée est souvent la langue des êtres qui veulent être absous avant même d'avoir agi. Ce n'est pas toujours lâche. C'est parfois pire. C'est encore dépendant. Tu veux que l'on comprenne tes raisons, ta fatigue, ton contexte, tes blessures, tes délais. Mais chaque fois que tu transformes ta vie en dossier à instruire, tu cèdes du terrain. Tu accordes aux autres un rôle de juge sur quelque chose qui devrait déjà être pris en charge par tes actes. Le pouvoir ne passe pas sa journée à commenter son propre mouvement. Il agit, rectifie, continue. Si tu es blessé, soigne-toi. Si tu es en retard, rattrape. Si tu gagnes, continue. Si tu échoues, recommence. Il existe une noblesse froide dans cette économie de mots que presque tout le monde a perdue. Mais le silence ne suffit pas. Il y a un adversaire plus intime, plus collé à toi, plus difficile à neutraliser. Tes propres états. Tes propres variations. Tes propres climats intérieurs. Beaucoup imaginent que les êtres disciplinés sont des machines heureuses, des créatures simplifiées, des organismes sans hésitation ni tristesse, des structures métalliques qui n'éprouvent plus ni lassitude ni dégoût. C'est faux. L'homme discipliné ressent tout. Il sent l'appel du lit. Il sent l'humiliation du rejet. Il sent l'envie de renoncer quand le réel résiste. Il sent la rage, la fatigue, l'ennui, la tentation de reporter. Il ne vit pas dans une autre biologie. La différence, c'est qu'il a cessé de considérer ses sensations comme des ordres. Voilà le point crucial. Tant que tes émotions déterminent directement ton action, tu restes gouvernable. Pas seulement par les autres.
par n'importe quelle variation intérieure. Tu es motivé, tu avances. Tu es triste, tu ralentis. Tu es admiré, tu redoubles d'efforts. Tu es ignoré, tu te retiens. Tu es blessé, tu t'éparpilles. Tu es seul, tu te relâches. Tu vis alors dans une monarchie instable où le trône change de main plusieurs fois par jour. Or aucune œuvre sérieuse, aucune densité réelle, aucun caractère souverain ne peut se construire dans un régime aussi fragile. Il faut un transfert brutal de pouvoir. Il faut que l'action cesse d'être le prolongement automatique de l'humeur. Machiavel l'aurait formulé autrement, mais la logique reste la même. Le dirigeant qui se laisse gouverner par les mouvements imprévisibles de la foule est déjà perdu. Le souverain qui consulte chaque agitation avant de décider abandonne son royaume avant même d'avoir parlé. Il en va de même pour toi. Tu peux écouter tes émotions. Tu peux les reconnaître. Mais tu ne peux plus leur laisser administrer le territoire. Elles doivent être vues pour ce qu'elles sont souvent. Des signaux. Des météos. Des soulèvements passagers. Pas une constitution. Pas une loi suprême. Pas une raison suffisante pour suspendre ce qui doit être fait. L'alchimie commence ici. Transformer la phrase « je n'en ai pas envie » en « je le fais quand même ». Transformer le poids du refus en matière de passage. Transformer le désagréable en terrain, non en excuse. Cela paraît simple lorsqu'on le dit. Cela ne l'est pas. Parce qu'au moment précis où l'action doit commencer, quelque chose en toi produit 1000 raisons fines de différer. Pas de grandes phrases grandioses. Des choses plus petites, plus crédibles, plus dangereuses. 5 minutes encore. Demain sera plus propre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans de bonnes dispositions. Je le ferai mieux après m'être recentré. Je ne veux pas le faire à moitié. Je mérite quand même un peu de repos. Ce sont rarement des phrases absurdes. C'est ce qui les rend si efficaces. Elles ont l'air raisonnables. Elles le sont juste assez pour protéger la fuite. Il faut donc apprendre à couper court à la négociation avant qu'elle n'ait le temps de s'installer. Agir plus vite que le plaidoyer intérieur. Ne pas laisser au mental le temps de sophistiquer ton recul. Il existe un moment minuscule, presque invisible, où tout se décide. Le réveil sonne. La tâche se présente. L'effort approche. Et durant quelques secondes, ta structure profonde choisit soit l'obéissance à l'inertie, soit le mouvement. Plus tu laisses durer cet intervalle, plus l'ancien régime reprend le contrôle. C'est pourquoi il faut parfois de la brutalité. Se lever avant d'avoir évalué. Commencer avant d'avoir mesuré son envie. Entrer dans l'action avant que le confort n'ait eu le temps de déployer sa logique. Avec le temps, quelque chose se reconfigure. Non pas ton humanité. Ta hiérarchie interne. Tu n'es plus l'homme qui essaie d'être rigoureux. Tu deviens l'homme chez qui l'exécution ne demande plus l'autorisation de l'humeur. Tu n'attends plus d'être aligné pour agir. Tu t'alignes en agissant. Ce renversement change tout. Parce qu'un homme qui travaille même lorsqu'il est triste, qui tient même lorsqu'il est blessé, qui continue même lorsque plus rien autour de lui ne nourrit son élan, devient profondément déstabilisant pour les esprits manipulateurs. Ils ne savent plus quel bouton utiliser. Ils ne comprennent pas pourquoi la crise n'interrompt pas ton mouvement. Pourquoi la peine ne dissout pas ton axe. Pourquoi la colère ne te disperse pas mais approfondit ta concentration. Traite donc tes émotions comme le climat. Observe-les sans leur remettre le gouvernail. Il pleut. Très bien. On prend un manteau. Il y a de l'orage. Très bien. On marche quand même. Tu ne suspendrais pas toute ton existence parce que le ciel n'est pas clair. Pourquoi continues-tu à suspendre ta trajectoire parce que ton intérieur n'est pas agréable? Ce que tu appelles sensibilité devient parfois un luxe ruineux. Ce que tu appelles authenticité n'est souvent qu'une dépendance à ton état du jour. Et tant que tu restes fidèle à chaque fluctuation, tu restes infidèle à ta forme la plus haute. Puis vient l'isolement. Pas l'isolement plaintif. Pas celui du rejet. Un isolement volontaire, presque chirurgical. La plupart des êtres remplissent chaque silence pour ne pas entendre ce qu'il contient. Bruit de fond, écran, messages, musique, agitation continue. Ils craignent moins le vide que ce qu'il leur montrerait. Car dans un espace sans distraction, certaines vérités reviennent avec une netteté insupportable. Le temps perdu. Le potentiel dissous. Les choix ajournés. L'énergie gaspillée en appartenance, en conversation, en exposition,
en petites dissipations qui donnent l'impression d'exister alors qu'elles dispersent seulement. Pour devenir redoutablement discipliné, il faut accepter de se retirer de certaines présences, de certaines habitudes, parfois de certains liens. Cela semblera dur. Cela l'est. Mais toute ascension réelle comporte une phase où ton environnement cesse d'être innocent. Plus tu cherches à tenir un standard élevé, plus certaines compagnies deviennent incompatibles avec cette exigence. Non parce qu'elles seraient mauvaises en elles-mêmes. Parce qu'elles te rappellent sans cesse à une version inférieure de toi. Certaines personnes aiment le toi ancien parce qu'il les rassure. Parce qu'il ne les force pas à se confronter à leur propre stagnation. Parce qu'il rit au bon moment, s'excuse assez, s'interrompt quand il devient trop sérieux, replonge dans les distractions communes pour que personne n'ait à sentir le décalage. Lorsque tu commences à te retirer, on dira peut-être que tu as changé. Oui. C'est le but. On dira que tu es devenu froid, difficile, obsédé, moins amusant, moins disponible. Très bien. Il faut parfois consentir à être le personnage inconfortable dans l'histoire des autres pour cesser d'être une ruine dans la sienne. L'isolement est le laboratoire où se révèle ce qu'il reste de toi lorsqu'on retire les commentaires, les attentes, les rythmes imposés, les validations faciles. C'est là que tu entends enfin ta propre voix sans brouillage. C'est là aussi que surgissent les démons les plus instructifs. L'ennui, l'anxiété, le manque, la nervosité qui accompagne l'absence de stimulation. Il ne faut pas fuir cela. Il faut le traverser. Ce sont les gardiens du seuil. Une fois que tu as appris à te taire, à agir malgré l'humeur, à te retirer du vacarme, une autre transformation commence. Tu deviens moins lisible pour ceux qui comptaient sur tes anciens réflexes. Et c'est là qu'apparaît une forme nouvelle de pouvoir. L'imprévisibilité. Pas l'imprévisibilité chaotique de celui qui change sans cesse. L'autre. Celle de l'homme dont les réactions habituelles ne sont plus disponibles. Celui qui ne s'emporte plus là où on l'attendait. Celui qui ne se plaint plus pour attirer le secours. Celui qui ne s'effondre pas selon le scénario connu. Celui qui perd, analyse, reconstruit. Celui qui est attaqué, regarde, continue. Cette tenue trouble profondément les personnes qui vivaient de la volatilité des autres. Elles avaient besoin que tu t'agites, que tu justifies, que tu cries, que tu t'expliques, que tu montres ta blessure, que tu confirmes par ton désordre qu'elles avaient du pouvoir sur toi. Quand cela disparaît, elles se retrouvent face à quelque chose qu'elles ne savent plus gouverner. La constance devient alors une arme. Pas une arme spectaculaire. Une arme lente, glaciale, presque impassible. Imagine un homme qui se présente chaque jour. Il ne commente pas. Il ne dramatise pas. Il ne quémande pas l'attention pour ses efforts. Il exécute. Encore. Et encore. Année après année. Que veux-tu faire contre quelqu'un comme cela? Le décourager. Il travaille. Le distraire. Il revient. L'humilier. Il intègre. Le tenter. Il voit. Un tel homme n'impressionne pas seulement parce qu'il est fort. Il impressionne parce qu'il devient inévitable. On sent qu'il ne dépend plus des hauts et des bas de l'atmosphère collective. Il avance avec la même froideur qu'un phénomène géologique. Pas vite, peut-être. Mais sans négociation. Pour atteindre cet état, il faut tuer en soi quelque chose de particulièrement collant. Le besoin de sympathie. Le désir d'être compris dans ses mauvais jours. L'envie de montrer ses blessures pour recevoir, au moins une fois, la caresse que l'on n'a pas su se donner autrement. Ce besoin est humain. Mais il devient toxique dès qu'il structure ton rapport au monde. À chaque fois que tu exposes trop vite ta souffrance pour obtenir un soulagement social, tu révèles aussi l'endroit exact où l'on peut te toucher. Tu offres au regard extérieur la cartographie de tes failles. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de cesser d'en faire une monnaie de circulation. Tiens-toi donc droit, même lorsque tout brûle derrière le visage. Non pour jouer un rôle vide. Pour cadrer la réalité au lieu de la subir entièrement. Le monde répond beaucoup à la manière dont tu présentes ton propre chaos. Si tu offres partout tes plaies ouvertes, ne sois pas surpris qu'on y pose des doigts sales. Si tu apprends à porter ton désordre avec une rigueur muette, il se produit souvent quelque chose de plus puissant que le secours. Du respect. Ou, plus exactement, une hésitation. Les autres sentent qu'il y a là un noyau qui ne leur appartient pas. Ensuite vient le standard absolu. La plupart échouent moins par manque de capacité que par faiblesse de seuil. Ils acceptent trop facilement l'à peu près.
Ils se congratulent d'avoir essayé. Ils élargissent sans cesse la définition du suffisant pour ne pas voir qu'ils ont dérivé loin d'eux-mêmes. Ils vivent avec un plancher beaucoup trop bas. Et ce plancher finit par définir toute leur structure. Il faut relever le sol. Rejeter la version du réel ou presque devient acceptable. Comprendre que ce qui détruit les empires n'est pas d'abord l'ennemi extérieur, mais la mollesse intérieure. La corruption du standard. L'habitude du confort. La négociation répétée avec l'exigence. Le luxe qui endort. La satiété qui dissout la vigilance. Tu vis dans une époque entièrement organisée pour t'amollir. Nourriture immédiate, distraction illimitée, excitation permanente, plaisir à portée de main, confort livré jusque dans ton lit, bruit continu pour t'éviter la rencontre avec toi-même. Rester discipliné dans un tel monde n'est pas une jolie qualité. C'est un acte de rébellion intérieure. Cela exige que tu déclares la guerre au confort chaque fois qu'il menace de devenir une identité. Pourquoi te lever si tôt? Pourquoi vérifier si loin? Pourquoi couper autant? Pourquoi refuser ce qui paraît normal? Parce que tu n'es pas en train de défendre une préférence. Tu défends une forme. Et cette forme coûte. Les médiocres détestent souvent, sans l'avouer, ceux qui maintiennent un standard qu'eux-mêmes ont abandonné. Ta simple existence devient alors une critique muette de leurs excuses. Si toi tu tiens, leur relâchement devient plus visible. Ils préféreront donc te trouver excessif, obsessionnel, froid, déplacé. Ils inventeront des mots pour pathologiser ce qu'ils n'ont pas le courage de poursuivre. Laisse-les. Il y a des moments où vouloir être compris par tout le monde devient une trahison contre sa propre montée. Tout ne mérite pas d'explication. Tout le monde ne mérite pas accès. Ton temps, surtout, doit devenir sévèrement gardé. Chaque minute perdue à nourrir l'insignifiant, à convaincre un esprit fermé, à faire défiler des vies qui ne sont pas la tienne, à ruminer ce qui échappe à ton contrôle, est une minute volée à l'édifice que tu prétends vouloir bâtir. Protège donc ton attention comme un territoire assiégé. Rends-toi plus rare, plus bref, plus net. Lorsque les autres comprennent que ton temps n'est plus poreux, ils changent de ton. Lorsque ton attention cesse d'être bon marché, elle prend une valeur nouvelle. La discipline crée une forme de rareté, et la rareté modifie toujours la perception. À force d'exécuter avec une rigueur presque mécanique, tu sors d'une compétition que la plupart n'ont même pas conscience de quitter sitôt. Ils se battent encore dans la zone moyenne, là où tout le monde parle, promet, commence, interrompt, recommence. Toi, tu montes ailleurs. L'air y est plus mince, oui. Mais le bruit y diminue. Et puis arrive la partie la plus difficile. La mort de l'ancien soi. Pas une métaphore décorative. Une fermeture réelle. Pour devenir celui qui inquiète par sa maîtrise, il faut cesser d'alimenter celui qui avait besoin d'être aimé, excusé, rassuré, attendu, sauvé. Il faut regarder ton passé, tes erreurs, tes humiliations, tes habitudes les plus intimes, et comprendre qu'elles ne peuvent plus être consultées comme des autorités. Si tu ne fermes pas la porte, elles reviendront parler chaque fois que l'effort deviendra austère. Elles te murmureront qu'une pause ne change rien, qu'un écart est mérité, qu'un retour momentané à l'ancien monde n'est pas grave, qu'on recommencera demain. Et demain deviendra la tombe de ce que tu aurais pu être. Il faut être impitoyable. Non envers l'enfant blessé en toi, mais envers l'adulte qui utilise encore ses blessures comme alibi structurel. Non envers la douleur réelle, mais envers la répétition qui s'en nourrit. Non envers la mémoire, mais envers la manière dont elle réclame parfois le maintien des chaînes au nom de la fidélité au passé. Tu ne trahis pas ton histoire en refusant de lui laisser diriger ton avenir. Tu cesses simplement de l'adorer comme une prison légitime. Tu perdras peut-être des amis, peut-être un amour, peut-être l'intelligibilité facile auprès de ta famille, peut-être une certaine image chaleureuse de toi-même. C'est le prix. Il faut payer. Sans plainte. Sans théâtralité. Sans demander qu'on te félicite pour ce que tu as consenti à abandonner. Car de l'autre côté de cette mort, quelque chose renaît. Une version plus maigre, plus rapide, plus tranchante. Une version qui ne prend plus le monde pour un terrain de récréation, mais pour un espace où chaque geste engage une forme de règne intérieur. Une version qui agit depuis la logique, non contre les émotions mais au-dessus de leur tyrannie. Une version qui ne cherche plus à conquérir les autres, mais à cesser d'être conquise par elle-même. Lorsque cette version entre dans une pièce, elle modifie la température sans faire de scène. Les autres s'écartent, parfois sans comprendre.
Ils sentent qu'ils ne sont pas devant un homme parfait, mais devant un homme qui a traversé quelque chose et refermé derrière lui. Un homme qui a vu son propre gouffre, non pour le contempler, mais pour lui survivre. Il n'existe pas de victoire plus grande que celle-là. Conquérir une ville impressionne les foules. Se conquérir soi-même change la structure du réel. Alors le bruit s'affaiblit. L'anxiété qui bourdonnait en fond depuis des années diminue, non parce que le monde devient doux, mais parce qu'une part de cette anxiété venait du fait que tu savais très bien que tu te mentais encore. La peur du futur baisse lorsque tu cesses de l'attendre comme un événement extérieur et que tu commences enfin à le bâtir comme une conséquence de tes standards. La peur des autres baisse lorsque tu sais qu'ils ne pourront pas travailler plus profondément que toi. La peur de l'échec baisse lorsque l'échec cesse d'être une condamnation et devient simplement une donnée sur laquelle ajuster ta prochaine tentative. Tu deviens libre. Mais c'est une liberté froide. Une liberté sans troupeau. Une liberté qui ne réchauffe pas toujours. Une liberté qui ressemble parfois à celle du loup sur la colline, regardant en bas la sécurité des bêtes rassemblées. Elles sont nourries, protégées, ensemble, et prisonnières. Toi, tu es dehors. Tu as faim. Tu as froid. Et tu n'appartiens plus à l'enclos. C'est le choix. Il n'y en a pas d'autre. La chaleur du troupeau ou la souveraineté de la chasse. Les deux ne cohabitent pas longtemps. Machiavel a écrit depuis l'exil, la disgrâce, la violence du déclassement. Il n'avait plus l'applaudissement. Il lui restait la vérité. La tienne aussi se trouve là. Dans ta discipline. C'est peut-être la seule chose qui ne puisse pas vraiment être volée. On peut te prendre de l'argent, un poste, une réputation, un statut, un décor. Mais on ne peut pas te prendre la capacité d'endurer, de tenir, de recommencer, de te commander à toi-même. Voilà la forteresse. Voilà le trône. Le monde devient plus mou, plus bruyant, plus dispersé. Tant mieux. C'est ton avantage si tu comprends ce que cela implique. Pendant qu'ils s'affaiblissent dans le confort, tu peux te densifier dans l'exigence. Pendant qu'ils se fragmentent dans l'attention dispersée, tu peux te condenser dans la focalisation. Pendant qu'ils cherchent encore une manière de rester aimable sans rien perdre, tu peux consentir à devenir inquiétant de cohérence. Ils te regarderont. Ils parleront. Ils inventeront peut-être des histoires sur ce que tu deviens. Laisse-les faire. Ce qui les trouble n'est pas ta dureté. C'est le miroir que tu représentes. Le rappel vivant de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu le courage de cesser de se ménager. Le chemin est froid. Le chemin est raide. Et il se parcourt souvent seul. Mais si quelque chose en toi est resté jusqu'ici sans détourner les yeux, c'est qu'une partie de toi sait déjà qu'il n'y a plus rien à négocier. Alors ne fais pas ce que tu fais toujours. Ne transforme pas cette lucidité en émotion passagère. Ne l'admire pas sans conséquence. Si quelque chose vient de se refermer sur l'ancien toi, laisse-le mourir entièrement. Et si quelque chose en toi a reconnu sa propre lâcheté sans réussir à se détourner, marque ce moment. Pas pour le montrer. Pas pour le raconter. Pour qu'il ne soit pas englouti, lui aussi, dans la vieille habitude de comprendre sans changer.